Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Perrine Corvézier. Avec Amélie Dag, mon associée, nous avons créé Human Learning Expedition, le cabinet de conseil comportemental qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent aux réussites dans le contexte professionnel à travers le témoignage d'un invité différent chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous fait vraiment plaisir de produire nos épisodes pour vous. Pour nous soutenir, parlez de Talents Précieux autour de vous, partagez vos impressions sur les réseaux sociaux, suivez Talents Précieux sur Instagram. Vous pouvez également vous abonner, noter et commenter Talents Précieux là où vous nous écoutez. On est dans la cuisine, donc c'est comment rendre des émotions comme l'odorat, le goût, à travers uniquement une photo. Donc il faut vraiment en fait donner à travers de la photo de la gourmandise. Véronique Tanner est styliste culinaire. Elle exerce un métier de l'ombre qui contribue à mettre en lumière les aliments de ses clients à travers la création de recettes et de mise en scène. On a tous vu ces photos magnifiques ou ces vidéos magiques qui nous font baver de gourmandise et nous incitent à nous lancer en cuisine à notre tour. Véronique explique comment elle s'est formée. Elle détaille les étapes nécessaires à une prise de vue et justifie le choix de ses collaborations. Elle partage les difficultés de travailler seule en freelance, ainsi que ses astuces pour étendre son réseau et trouver de nouvelles missions. Nous avons parlé de créativité, de confiance en soi, de réactivité, de persévérance et d'harmonie. Après avoir écouté cet épisode, il est fort probable que vous chercherez l'importance des imperfections dans les prochaines photos culinaires sur lesquelles vous tomberez. Bonne écoute! Bonjour Véronique. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi. Est-ce que tu peux nous dire quel métier tu exerces aujourd'hui ? Alors, je suis styliste culinaire. C'est un métier que j'ai découvert il y a 3 ans. Et c'est un métier passionnant qui change complètement de mon expérience professionnelle. Avant, j'étais dans le marketing. Et finalement, je me suis rendu compte que la cuisine, c'était ma passion, mais que je voulais pas monter de restaurant ou travailler dans la restauration. Et finalement, c'est un métier qui combine tout ce que j'aime, c'est-à-dire un métier créatif, au service des clients, donc qui sont dans l'agroalimentaire ou les interprofessions, et un métier où il faut être vraiment très organisé. Voilà, ça correspond bien à ce que j'avais envie de faire. Concrètement, tu réalises quoi ? C'est quoi ton métier ? Styliste culinaire, ça veut dire quoi ? Styliste culinaire, en fait, on produit du contenu. C'est-à-dire, soit on fait de la création de recettes. Une marque va nous dire, voilà, moi je souhaite à partir de mes biscuits industriels créer un dessert qui soit gluten-free. Donc moi je vais réfléchir à des recettes, les tester et ensuite les réaliser dans le cadre d'une photo, d'une vidéo. Et ça veut dire que c'est toi qui fais toutes ces vidéos ou qui contribue à ces vidéos qu'on voit sur Internet de recettes express ? Pour la création de recettes, je peux le faire toute seule parce qu'effectivement, j'ai une expérience dans la cuisine où ça me permet, moi, à la maison, de tester la recette et ensuite de la rédiger. En revanche, tout ce qui est production, je dois faire appel à des photographes ou des vidéastes en fonction du support. Ou voir d'autres compétences comme un monteur ou un motion designer qui va dans la vidéo faire des scènes de stop motion. Donc voilà, moi je suis obligée de travailler en équipe pour réaliser le contenu. Je peux pas le faire seule. Voilà, donc c'est vraiment un travail d'équipe, souvent avec un photographe pour les photos. On est à 2 et on est beaucoup dans l'émulation puisqu'effectivement au niveau de la créativité, voilà, on nourrit notre scène. Donc styliste culinaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Je réponds à ta question plus précisément. En fait, le client va nous dire voilà, je cherche à mettre en scène mon produit, par exemple le cidre. Je souhaite l'associer avec des nouvelles saveurs que les consommateurs n'ont pas forcément en tête.
Donc par exemple le chocolat. Donc faites-nous un beau dessert au chocolat et mettez-nous en scène pour mettre en valeur notre produit. Voilà, donc je vais réaliser un dessert au chocolat et réfléchir à l'ambiance que souhaite le client. Donc voilà, il souhaitait une ambiance plutôt estivale, donc avec pour montrer la fraîcheur du cidre. Donc je vais réfléchir en fait à quel fond je vais pouvoir utiliser pour mes photos. Donc j'ai tout un stock de planches en bois que je récupère dans la rue, que je peins, que je gratte. Voilà, et chaque fond va donner une tonalité à la photo. Ensuite, je vais choisir la vaisselle qui va mettre en valeur le gâteau et le cidre. Donc c'est assez complexe finalement parce nous dans nos fonds de stylisme, on va avoir 30 verres, 40 verres, 50 assiettes. Donc il va falloir vraiment choisir ce qui correspond bien à la tonalité qu'on souhaite donner à la photo. Et ensuite, ça va être l'étape de mise en scène. Donc, comment disposer sur ce plateau les différents objets, tout en donnant en fait la complexité de la photo. C'est on est donc en 2D, alors que le secteur est on est dans la cuisine. Donc, c'est comment rendre des émotions comme l'odorat, le goût, à travers uniquement une photo. Donc, il faut vraiment en fait donner au travers de la photo de la gourmandise. Souvent de l'imperfection, parce que tout ce qui est parfait, en tout cas dans ce qu'on nous demande, c'est plus joli que le parfait, que les choses bien alignées. Et ensuite, on va passer au travail de photographie. Donc là, ça va être justement, je vais passer le relais au photographe qui lui va, par des jeux de lumière, jouer sur différentes ambiances. Et ensuite va retoucher la photo pour la livrer au client. Le client, on fait quoi de ces photos-là? Ça va sur du pack, ça va sur de la pub? Alors, en fait, stylistes culinaires, il y en a qui sont spécialisés. Certaines stylistes sont spécialisées dans le packaging, justement. Donc, ça va être vraiment un travail de précision. C'est-à-dire que, par exemple, pour rouler une tranche de jambon, ça va lui prendre, elle va en rouler 50. Et le client va choisir la plus belle tranche de jambon, celle qui l'a mieux roulée. Donc ça, c'est vraiment un travail où on fait très peu de photos par jour. Donc c'est vrai que dans les compétences, il faut être très patient, très précis. Voilà, moi je fais un peu moins ça. Je fais plutôt de la mise en scène. Donc ça met justement mes compétences plutôt artistiques. C'est-à-dire, est-ce que les couleurs entre le fond et la vaisselle vont être harmonieuses? Est-ce que les dimensions vont être harmonieuses? Mettre par exemple des coquilles de noix. Si j'ai fait par exemple un dessert à base de noix, ça va habiller la scène et créer quelque chose de cohérent. Certaines stylistes sont spécialisées dans la glace. Les fausses glaces, c'est assez compliqué à fabriquer parce que évidemment, on imagine sous les spots la glace fond, donc c'est impossible quand on fait une photo qui va durer 1 à 3 heures d'avoir de la glace qui va fondre et recommencer dizaines de fois. Donc certaines stylistes ont des trucs qu'elles ne partagent pas et elles fabriquent leur propre fausse glace pour des photos, souvent pour les clients dans le surgelé. Certaines stylistes, elles vont être plus dans le travail d'édition. Donc elles vont travailler pour les éditeurs type Hachette Cuisine ou Mango ou Solar. Donc elles vont être beaucoup plus libres en fait dans leur travail, c'est-à-dire que la maison d'édition va leur dire voilà, moi j'ai une thématique sur le batch cooking. À vous de me proposer des recettes, à vous de me proposer de me développer des photos. Donc là, la styliste, en fait, elle est avec son photographe et elle va travailler de manière assez libre. Et souvent, les éditeurs sont assez souples et accueillent le travail, alors qu'avec une marque de l'agroalimentaire, c'est ça fait appel à d'autres compétences. Et donc, il y a des stylistes qui sont très à l'aise dans l'édition et qui au contraire, travailler pour les marques, ça va être beaucoup plus compliqué pour elles. Parce que les marques, justement, elles vont être très exigeantes sur leurs produits, la mise en valeur de leurs produits, et elles vont demander de la part de la styliste beaucoup de souplesse.
et beaucoup de persévérance en fait pour refaire et refaire et refaire. Voilà, donc ça, en fonction de nos personnalités, on va être plus à l'aise dans un de ces, on va dire, sous-métiers du stylisme culinaire. Et toi, tu te situes comment? T'as envie de quoi? T'aimes bien quoi? Alors moi, j'aime beaucoup faire appel à ma créativité, à mon sens artistique. Donc voilà, je vais être plus à l'aise dans la mise en scène, et ce qui fait appel aussi à la cuisine. Donc je vais avoir beaucoup de plaisir à cuisiner pour la photo, en sachant que la manière de cuisiner est très différente de la cuisine qu'on peut faire chez nous. Il y a quelques trucs qu'utilisent les stylistes. Donc moi, par exemple, je vais tout sous-cuire le riz, tout ce qui est féculent, pour pas que ça s'écrase, pour que ça soit joli. Évidemment, pour tout ce qui est légumes verts, on va mettre du bicarbonate ou du sel pour que ça garde bien le vert. Voilà, on va cuire de manière séparée, on va monter le plat ensuite. Une ratatouille, par exemple, on va cuire chaque légume séparément et on va les assembler. Alors justement, je parlais tout à l'heure d'imperfection, il faut que ça se fasse naturel, tout en obtenant un résultat harmonieux. Est-ce que tu peux nous raconter, ça c'est une question qu'on pose à tous nos invités, un succès professionnel que tu as vécu, quelque chose dont tu es fière? Alors, je suis très fière d'un projet que j'ai réalisé en 2018. J'ai contacté une start-up lyonnaise qui fabrique des potagers d'herbes aromatiques. Et j'ai détecté leurs besoins qui étaient comment cuisine-t-on leur gamme d'herbes aromatiques. Ils en avaient à l'époque 32. Et moi-même, ça m'a interpellée parce qu'ils avaient de la pimprenelle. Je n'avais aucune idée de la manière dont on utilise la pimprenelle, si elle se mange crue, cuite. Donc j'ai travaillé avec eux. Effectivement, ils me disent ça répond à un besoin. On aurait besoin d'un livre de recettes sur nos herbes aromatiques. Et j'ai travaillé avec un studio culinaire et j'ai monté pour eux une maison d'édition. Donc je ne connaissais rien à l'édition, aux contraintes administratives. Et on a réussi, à réaliser ce livre, à l'imprimer et à le publier. Donc c'était vraiment pour moi un challenge hyper intéressant. Il n'y a pas eu de problème. Tout s'est passé bien. J'ai réussi à bien comprendre en fait comment fonctionnait l'impression, grâce aussi à mon ancien métier. Comme j'ai travaillé dans le marketing, j'avais l'habitude du process d'impression, donc c'était assez simple pour moi de le mettre en place, mais en même temps je ne connaissais pas du tout les imprimeurs de livres, et notamment de livres de recettes où il y a de la photo. Voilà, donc le client était très content de son livre, un très bon accueil de la part de ses clients grand public, et d'ailleurs, on va bientôt préparer un tome 2. Donc, Ce que j'entends, c'est que tu as été démarché pour produire un objet, un livre, sur quelque chose qui n'était pas non plus ton activité principale. Donc, c'est une certaine forme d'audace. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'aime les challenges. J'aime aussi détecter des besoins chez les clients qui n'en ont pas forcément conscience. Et en même temps, je n'ai pas eu peur de me lancer dans ce projet où je n'avais pas forcément les compétences. Mais voilà, ce qui m'intéressait, c'était le résultat final, ce livre. Et j'ai mis tous les moyens en œuvre pour y arriver. Encore là, le travail d'équipe a été très important parce que j'ai pas travaillé seule. J'ai travaillé aussi avec un photographe et sa femme qui est auteur culinaire. Et voilà, ils m'ont fait confiance. C'est eux qui ont pris le risque parce que c'est eux qui ont monté la maison d'édition. Donc j'ai apprécié le fait que effectivement, ils prenaient des risques avec moi. Et ça a été stressant, c'est vrai, puisqu'en plus les délais étaient très courts. Ils voulaient leur livre pour une mise en place à Noël. Que ça a été challengeant au niveau de la production, mais voilà, on y est arrivé, on est ravis du résultat. T'as toujours eu cette forme de capacité de sortir de tes habitudes, de ta zone de confort dans tes métiers précédents, puis même peut-être dans ta jeunesse?
Alors, j'ai commencé ma carrière dans le marketing. Je faisais du développement produit. Donc là, c'était dans une grosse entreprise. Donc il y avait des process. Donc effectivement, je n'avais pas cette possibilité de sortir de ma zone de confort. Et il y a quelques années, j'ai eu envie de sortir des grosses structures. Je me suis mise à mon compte pour créer une marque de décoration. Et là encore, je faisais appel à mes compétences de développement produit, mais je ne connaissais pas le secteur. Je ne connaissais absolument pas la procédure commerciale, on va dire, donc des marchés, des clients, des boutiques pour vendre mon produit. Je me suis beaucoup amusée. J'ai, par exemple, concouru au concours Lépine. J'ai présenté mon pouf et donc j'ai gagné une médaille de bronze. Donc mes enfants étaient très fiers. Voilà. Donc pour répondre à ta question, effectivement, c'est quand j'ai été dans l'entrepreneuriat que je me suis libérée des contraintes et que j'ai pu m'amuser à tester différentes choses. Alors je dis pas que la première fois que j'ai toqué à la porte d'une boutique, j'avais très peur. Je me suis dit, et si je me prends un nom? Et puis finalement, j'ai appris qu'un nom, c'était pas très grave parce que peut-être que son voisin me référencerait ou mieux comprendre son nom. Donc qu'il y avait un problème de prix ou qu'il y avait un problème d'espace dans sa boutique parce que mes poufs étaient assez volumineux. Donc voilà, j'ai énormément appris de cette expérience. Je suis ravie de l'avoir réalisé. Après, mon produit, les clients qui ont acheté mon produit en sont très très satisfaits. C'est un produit c'est un pouf qui sert à la fois de table, de marchepied et de support de jeu pour les enfants. Donc c'est vrai que c'est comme un peu la brique Capla. Pour les enfants, c'était leur objet. Donc les enfants l'ont tout de suite adopté, mais je me suis rendu compte que les adultes ne voyaient pas la valeur ajoutée de mon pouf. Vous voyez que c'était une brique de mousse. Donc je me suis confrontée à ça. Alors j'ai réalisé des vidéos pour expliquer mon produit, j'ai fait des photos. Mais c'est vrai que je n'ai pas réussi à passer ce cap. Donc voilà, c'est une aventure qui s'est terminée il y a quelques semaines. Mais j'ai énormément appris de cette expérience et je pense que je n'aurais pas pu faire le métier de styliste culinaire sans ces expériences-là. Donc effectivement, j'ai été plusieurs fois audacieuse parce que là, ce nouveau métier de styliste, je l'ai appris il y a 2 ans et demi. Même si la cuisine, c'était ma passion depuis mon enfance. Je me rappelle encore, je découpais des fiches de recettes dans Télé 7 jours. J'ai toujours cuisiné avec ma mère qui m'a transmis son savoir. Mais je ne savais pas quoi faire, en fait, de cette passion. Je m'étais dit, la passion de la cuisine, voilà, comme je le disais tout à l'heure, je ne voulais pas monter de restaurant. Et finalement, je n'avais pas creusé tous les métiers liés à la cuisine. Et finalement, c'est quand j'ai découvert ce métier de styliste il y a 3-4 ans, finalement, je me suis dit, pourquoi pas moi? Et grâce à cette expérience de marque de décoration, voilà, j'ai les capacités de démarcher des nouveaux clients pour mes missions de styliste culinaire. Ça m'a beaucoup appris. Donc c'est vraiment un parcours professionnel très sinueux qui m'a permis d'en arriver là. Et cette créativité, cette capacité à composer des nouvelles choses, donc tu as créé un produit, j'entends, tu crées des images, tu crées des vidéos, des ambiances, ça c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi? Alors je pense que j'ai toujours été très créative. Après la créativité, c'est vrai que il y a un certain stress, même si on prépare, par exemple, dans le métier de styliste culinaire, on prépare sa scène. Il y a toujours, un moment où on se retrouve à créer in situ, et donc c'est un peu la peur de la page blanche. C'est vrai que c'est un stress, la créativité. Après, je pense que j'ai toujours eu, cette créativité en moi. Après, c'était, je pense, de la confiance. Et savoir réagir sur le moment et faire appel à ces compétences créatives qui sont moins évidentes que des compétences plus techniques qu'on répète. C'est vrai que la créativité, justement, par définition, il n'y a pas de cadre. Donc il faut juste se faire confiance et
Je ne sais pas je sais pas si on peut se former à la créativité, mais voilà, j'ai toujours aimé le nouveau, j'ai toujours aimé faire de la veille sur les nouveaux concepts. Donc voilà, je pense que j'avais cette ouverture d'esprit voilà, qui a nourri ma créativité. Et voilà, ce que je dirais, c'est que le métier de styliste m'a permis de développer mon sens artistique qui était bridé dans mes anciennes expériences professionnelles, en tout cas en entreprise. Et là, c'est vrai que je me réalise pleinement de pouvoir exprimer cette créativité. Alors, je ne dirais pas que je suis artiste, mais en tout cas, je fais appel à elle pour mon métier. Comment est-ce que tu t'es formée pour ce nouveau métier, justement ? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas d'école de styliste culinaire. Donc, souvent, ce sont des personnes qui se forment avec une autre styliste. Faut avoir la chance d'en rencontrer une qui accepte aussi d'avoir une assistante. Moi, j'ai eu cette chance-là. Enfin, je l'ai aussi provoquée, c'est-à-dire que par hasard, sur Le Bon Coin, j'ai trouvé une annonce d'un studio culinaire qui cherchait une assistante styliste. Je sais pas pourquoi, j'ai regardé sur Le Bon Coin parce que c'est vrai qu'il n'y a jamais aucune annonce de styliste. Et pendant 2 ans, ils m'ont formée. Après, je leur ai beaucoup apporté. Ce sont les mêmes pour lesquels j'ai créé cette maison d'édition. Et voilà, ils m'ont appris vraiment le métier de styliste, c'est-à-dire monter un cahier de tendance pour le client, c'est-à-dire le client va dire voilà, moi je veux une ambiance très printanière et donc on va faire des mood boards, on va faire des propositions de vaisselle, voilà, donc il y a tout un document préparatoire avant le shoot. Évidemment, comment monter une scène. Après, c'est vrai qu'il faut avoir un bon œil. Je pense que mon œil, je l'ai formé aussi par mon ancien métier dans le marketing, parce que je validais des supports de communication. Et voilà, maintenant, je me rends compte que mon œil me permet assez intuitivement de voir si ça marche ou si ça marche pas. C'est la scène qu'on a créée. Donc, au début, quand j'ai appris le métier, je savais que ce n'était pas harmonieux. Je ne savais pas pourquoi. Donc après, j'ai passé, il faut bouger des objets. Voilà, c'est un peu laborieux. Et puis finalement, on se rend compte que voilà, ça prend forme. Et au bout d'un moment, on se rend compte que là, on a presque arrivé. Et ce qui est important, c'est de pouvoir discuter avec le photographe qui va nous aider à finir la scène pour que ça soit complètement esthétique et que ça corresponde aux besoins du client. Donc voilà, c'est. Est-ce que tu serais capable d'exercer ton métier sur un produit que tu détestes et dans une ambiance sur laquelle on te briefe que tu trouves incongrue ou absurde ou incohérente? Alors, oui, parce que j'ai le sens du client, c'est-à-dire que le client a un besoin, je vais y répondre, donc j'ai cette souplesse qui me permet de m'adapter. Là, je sors de 3 jours de shoot avec des Coréens. Donc là, il y a en plus la culture différente qui était très amusante, et la manière de travailler, c'est-à-dire que s'ils voulaient ça, il fallait vraiment réaliser exactement la même chose. J'ai donc, en l'occurrence, des cakes où il fallait que la fente soit exactement positionnée au bon endroit, alors qu'on ne maîtrise pas la fente d'un cake. Donc ça a demandé énormément de persévérance pour y arriver. Alors sur les produits que j'aime pas, justement pour moi c'est un challenge de pouvoir travailler des produits que je n'apprécie pas forcément. J'ai même une amie styliste qui ne mange pas de viande et qui cuisine la viande pour ses clients. Donc voilà, c'est une marque d'adaptation à la demande. Et est-ce qu'il y a des personnes dans ton passé professionnel qui t'ont spécialement marqué, inspiré? Et ce que j'aimerais savoir, tu peux dire leur nom, mais t'es pas obligé. Comment est-ce qu'elles travaillaient? Pourquoi est-ce qu'elles t'ont inspiré? Ah oui, il y a une personne, quand j'ai réalisé un stage à 18 ans dans un cabinet de tendance, c'était une amie de mes parents. Et donc maintenant, elle a un peu plus de 70 ans.
Et ce qui m'impressionne, c'est qu'elle a toujours cette capacité à s'émerveiller des choses. Elle n'est absolument pas blasée de tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle découvre. Je pense que c'est de par son métier. Évidemment, elle étudiait elle menait des groupes de consommateurs, elle étudiait les tendances pour les marques de mode. Et c'est vrai que là, elle travaille beaucoup avec la Chine. Et à chaque fois qu'elle revient, elle dit mais ça c'est génial. Et ça j'ai vu telle personne exceptionnelle. Tout le monde est exceptionnel pour elle. Et c'est vrai que c'est très rafraîchissant de voir qu'après une carrière bien remplie, voilà, elle a toujours cet émerveillement pour les choses. Est-ce qu'il y a des sujets pour lesquels t'aurais aimé qu'on t'en parle plus tôt, des conseils qu'on t'a donnés récemment pour lesquels t'aurais aimé qu'on te les révèle plus tôt? Alors oui, parce que j'ai fait une formation de cuisine en 2006 et finalement je suis devenue styliste qu'en 2016, donc j'ai perdu 10 ans. J'ai perdu la façon de parler. Et j'aurais aimé, rencontrer quelqu'un qui m'explique qu'en fait, dans la cuisine, il y a 10 000 autres métiers. D'ailleurs, j'ai discuté avec un professeur dans un lycée hôtelier et il me disait que finalement, dans les élèves qui sortaient des promos, seulement 10% travaillaient dans un restaurant. Et alors, j'ai complètement été ébahie par cette réponse. Effectivement, les autres vont être cadres commerciales dans une entreprise alimentaire. Évidemment, il y a toujours l'alimentaire sous-jacent, mais sur toute une palette de métiers, et notamment styliste. Et j'aurais pas du tout imaginé ça. Donc j'aurais aimé, qu'on me rencontrait quelqu'un qui m'explique. Et c'est vrai que j'aurais gagné du temps, mais je pense que j'aurais pas été la même personne si j'avais pas vécu ce parcours avant mon métier. Est-ce que toi-même, tu es amené à former des jeunes stylistes? Alors, pas encore parce que je me considère comme junior. Après, je pense que là, j'ai récemment travaillé avec une autre styliste et justement, on s'apprend des trucs, notamment, alors on peut nous demander de la vaisselle complètement extravagante. Et il y a des petits trucs comme peindre des couverts. C'est vrai qu'on m'a récemment demandé des couverts blancs, je ne trouvais pas. Et puis finalement, c'est très simple, il suffit d'embomber. Et voilà, on s'échange des trucs, mais après, c'est un peu nos petits secrets. Mais voilà, en fait, c'est plus en travaillant avec deux stylistes. Alors normalement, c'est assez rare parce que il y a besoin qu'une seule styliste sur un plateau. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger sur où nous sourçons nos produits, mais je n'ai pas encore formé de personne. Est-ce que tu as un domaine de prédilection entre la photo et la vidéo? Alors ce sont deux. On travaille absolument pas de la même façon sur la photo et la vidéo. La vidéo, par exemple, on va être amené à trouver l'ustensile. Par exemple, on utilise 100 grammes de sucre dans une vidéo. Il faut trouver et le bon bol, joli, et le bol qui contienne 100 grammes de sucre. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué parce que il faut avoir exactement le bon objet. Parce qu'évidemment, si on met 200 grammes de sucre dans un bol, on se dit on s'en fiche, mais comme on filme la recette, il faut qu'elle soit réussie. Et donc on peut pas se permettre l'imprécision. Il faut sans cesse recommencer sur la vidéo. Par exemple, une scène où on va, récemment j'ai fait des recettes pour fraises de France, on va écraser des fraises. Donc on va filmer la scène où on écrase des fraises avec un mortier. Et pour un changement de cadre, où on zoome cette action, il va falloir recommencer. Parce qu'on n'avait pas de caméra, donc on recommence avec un bol. Donc c'est pas du tout la même façon de travailler sur la vidéo. Sur la photo, on a plus de temps, on peut échanger des objets, on peut retravailler sa scène. Voilà, la vidéo, il faut être très précis. Très précis, il faut savoir exactement, faut écrire un scénario avant. Pour savoir quelle scène on va tourner, donc quel ustensile on va utiliser, écrire l'histoire de la vidéo. Donc c'est beaucoup de temps de préparation.
Par exemple, pour une vidéo de recettes qui va durer 1 minute, on va en tourner 2 par jour. Et ces 2 recettes, elles vont nécessiter au moins 2 jours de travail en amont. Et pour le monteur, bien 1 ou 2 journées. Donc c'est vrai que les personnes souvent sous-estiment le temps nécessaire à réaliser une vidéo. Mais ça demande de l'intervention de plusieurs personnes et beaucoup de temps de réflexion. Est-ce que la technologie impacte ou les innovations impactent ton métier? Alors, je dirais pour les photographes certainement. C'est vrai qu'avant, quand on travaillait à l'argentique, il fallait que la scène soit parfaite, alors que maintenant, sur une scène de photo, on va prendre 10 photos pour une scène. Et donc, il va choisir la lumière d'une photo, l'ombre d'une autre photo. Il va jouer sur des flous, c'est-à-dire que la netteté, il va la jouer sur à la fois le plat et à la fois sur une tartine qui est posée devant. Alors, ce qui n'est pas possible à faire quand on fait de l'argentique. Donc, finalement, je pense que la technologie, elle est plus du côté du photographe que de la styliste. La styliste, ça reste, parce que dans la cuisine, mis à part les robots cuiseurs ou les robots pâtissiers qui vont nous faire gagner du temps, c'est surtout, du manuel. Il n'y a pas d'innovation avec la chimie, les molécules que tu pourrais utiliser pour tes trucs et astuces? Alors c'est vraiment très particulier tout ce qui est moléculaire et moi en tout cas je vais très peu l'utiliser parce qu'on nous demande, en fait les clients nous demandent du fait maison. Donc le fait maison justement, les personnes qui cuisinent vont pas forcément avoir le matériel pour faire du moléculaire, donc non, je l'utilise très peu. Non, j'ai beaucoup d'ustensiles de précision. Je travaille beaucoup avec la pince à épiler, avec des cure-dents pour faire tenir un sandwich, avec des épingles pour positionner un cornichon dans un sandwich. Donc normalement tout ce que je cuisine et tout ce qu'on photographie est mangeable, mais il faut faire attention, tout ce que j'ai pu insérer pour que tout soit joli et ça tienne bien. Est-ce que tu pourrais donner des conseils à des jeunes qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui? Alors justement, moi j'ai fait un parcours un peu tout tracé. J'ai suivi la voie de mes frères et sœurs qui avaient fait une prépa HEC, une école de commerce, donc je me suis même pas posé la question. Et je pense que c'est important de faire un point, même jeune, pour savoir. On a tous des compétences, même jeunes, mais on n'en a pas forcément conscience. Donc je pense que c'est important de discuter avec une personne extérieure, aux parents, et de voir finalement quel type de métier on pourrait réaliser dans sa vie. Après, je pense que rien n'est joué puisque moi je suis un bon exemple de changement de métier. Mais au moins avoir conscience qu'il y a d'autres voies que des voies plus académiques. Et je pense que maintenant, il y a plus d'ouverture d'esprit chez les parents. Typiquement, mon neveu est en train de faire l'école Ferrandi. C'est vrai qu'il y a une génération, c'est vrai que c'était plus compliqué. C'était moins valorisé de faire des études dans des métiers plus artisanaux. Et donc maintenant, ça a un peu changé, donc je pense que c'est tant mieux pour la jeune génération. Mais c'est important de se poser et de voir quelles sont les voies qui pourraient bien matcher avec ses envies, ses compétences. Comment est-ce que tu trouves l'énergie pour avancer? Comment est-ce que tu trouves les inspirations, les moments de calme? Alors quand on est justement à son compte, parfois on passe ces montagnes russes, on passe par des très bonnes nouvelles, et puis on a travaillé très longtemps sur un projet, un devis, et finalement ça va pas passer. Donc ça c'est compliqué à gérer, ces ascenseurs émotionnels. Donc c'est l'énergie, elle est là justement pour pouvoir un peu réguler, se poser, se dire c'est pas grave, on avance, ça va marcher. Et après on est dans la commande, donc et donc c'est du court terme. C'est peut-être à 3 ou 4 mois, pas plus. Donc c'est vrai, il y a le stress de se dire là j'ai rien, et puis finalement tout va se remplir. Mais c'est parfois un peu stressant. Donc il faut se calmer et puis
Voilà, se dire que il faut se dire si on n'a pas de mission, bah voilà, faut avoir l'énergie de contacter des personnes, d'aller sur des salons de l'agroalimentaire pour prospecter. En tout cas, moi, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je sortais de chez moi, puisque quand on est seul en freelance, c'est vrai qu'on a tendance un peu à s'enfermer. Dès que je sortais, je rencontrais des nouvelles personnes et ça rebondissait et ça m'amenait à des missions. Donc voilà, moi mon conseil c'est de sortir, de rencontrer, de discuter. Même sur LinkedIn, je me rends compte que je discute avec pas mal de professionnels. Donc je ne les connais pas, je les ai pas rencontrés de visu, mais on discute sur des projets. J'ai fait un article sur justement l'intérêt pour une marque de réaliser un livre de recettes. Sur ces produits. C'est vrai que les marques, elles ont souvent produit beaucoup de contenu en photo et en recettes. Elles les ont utilisés pour leur site internet, pour Instagram, pour voilà les réseaux sociaux, mais elles n'ont pas fini de les valoriser. Et justement, un livre de recettes, c'est juste une compilation de contenu qu'elles avaient déjà, donc elles n'ont pas à en réinvestir, et donc ça fait voilà un très beau support de communication. Donc c'est ce que je propose à différentes marques. Donc voilà, et j'ai écrit un article sur LinkedIn expliquant l'intérêt, et voilà, j'ai été contactée par différentes personnes. Donc voilà, à chaque fois j'essaye de provoquer du dialogue et de me sentir un peu moins seule dans mon métier. Tu travailles toujours avec le même photographe, ou est-ce que selon les propositions et les missions que tu vas chercher des compétences différentes et particulières? Alors, souvent, les stylistes travaillent en binôme. Justement, je trouve que c'est plus intéressant en fonction des projets. Moi, je suis également chef de projet. Donc, je me dis, pour tel projet, en fonction du budget, du style de photo, c'est plus intéressant que je choisisse le bon photographe ou le bon vidéaste. Donc, non, je vais privilégier dans un pool de personnes, celui qui sera le plus à l'aise et qui me permettra de réaliser voilà le meilleur contenu pour le client. On a parlé beaucoup des soft skills, des compétences comportementales. Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition des compétences comportementales? Alors, je dirais que finalement, on n'a pas forcément conscience de ce qu'on met en œuvre. Donc, il y a déjà une prise de conscience. Et je pense que c'est justement en changeant de métier qu'on se rend compte qu'on est très à l'aise pour réaliser quelque chose. On va être justement très créatif. On va être très très souple, on va être et ça on n'en a pas forcément compte, on n'en a pas forcément conscience. Donc c'est soit l'œil extérieur qui va me dire mais c'est absolument dingue ce que tu as réalisé. Donc c'est vrai que c'est voilà, pour moi il y a à la fois une prise de conscience et ce que peuvent percevoir en fait l'entourage de notre travail. Et ça, voilà. Après, on arrive à mieux définir ces compétences comportementales. Très bien, merci. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour ton avenir professionnel? Comme je suis jeune dans le métier, voilà, j'aimerais évidemment me professionnaliser encore plus. Ça fait 2 ans et demi, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je souhaite voilà réaliser énormément de projets en photo et vidéo. La vidéo c'est un nouveau support, donc ça m'intéresse. Voilà, tout ce qui est nouveau m'intéresse. Après je souhaite faire des belles rencontres artistiques aussi. C'est vrai que je rencontre des photographes assez exceptionnels, donc encore voilà des belles rencontres pour moi. Et peut-être un peu plus valoriser mon métier. C'est vrai que autant les photographes sont reconnus, ils ont des droits d'auteur, et les stylistes n'ont pas cette reconnaissance, alors que, comme je disais depuis le début de l'interview, ça nécessite énormément de capacité, de créativité,
ce n'est pas reconnu par le droit. Donc on ne touche pas de droit. Et c'est vrai que voilà, si je pouvais militer pour le travail, pour que ça soit reconnu, voilà, je suis vraiment ravie qu'à la fin de ma carrière, j'ai cette reconnaissance. Alors récemment, l'AGESA, qui est un organisme qui gère en fait les professions artistiques, vient de reconnaître le statut de styliste culinaire. Donc déjà, une styliste peut cotiser à l'AGESA, ce qui est déjà une vraie victoire. Mais voilà, j'aimerais que ça soit plus équilibré. Et c'est vrai qu'un photographe, finalement, lui ne fait que des jeux de lumière, et c'est la styliste qui cuisine et qui met en scène. Donc c'est vrai que je trouve que ça devrait être plus partagé. D'accord. Comment s'appelle ta société ? Ma société s'appelle Ludico Déco. Voilà, mais je fais plus la promotion de mon nom. De ton nom. Voilà, D'accord. donc je suis connue sous le nom de Véronique Tanner sur Instagram ou sur Behance. Behance, c'est un très bon outil pour les personnes créatives. C'est une plateforme qui met en scène les portfolios, les books. Donc c'est un bon moyen si par exemple on ne souhaite pas investir tout de suite dans un site internet, ce qui est mon cas, de présenter son travail artistique, de voir ceux des autres, donc pouvoir se nourrir aussi. Et voilà, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai ma plateforme Behance, et ça me permet d'envoyer ce lien à des prospects pour qu'ils puissent voir ce que j'ai déjà réalisé. Génial. Merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup à toi. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com. humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer ? Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent Précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant 4 types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt.